Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie, en compagnie de Bertrand Dumont et moi-même. Chers amis, on va aborder... Toi-même, Janine Ross. Alors, Bertrand, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet, mais sous un autre angle, et c'est à force de répéter les choses qu'on évolue dans nos perceptions, puis dans nos apprentissages. Alors, comprendre le rôle des mauvaises herbes aujourd'hui, et tu dis, les mauvaises herbes, elles sont pas si mauvaises que C'est ça. ça. Mais en réalité, je dirais même, ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Ben non, ça pousse dans la nature. Il n'y a presque pas de mauvaises herbes. Donc, c'est ça. On va essayer de démêler tout ça. Même les herbes poison? Ah oui, ça, c'est autre chose. Ah! Non. Mais elles existent pour quelque chose. OK. C'est sûr qu'il y a des herbes... Il y a des herbes indésirables. Oui. OK? Mais je vais vous montrer qu'il y a certaines herbes qui sont considérées comme des mauvaises herbes, qui sont des herbes indésirables et qui pourraient même être désirables. Là, attachez vos trucs parce que là, il y a beaucoup de notions que vous allez peut-être trouver un petit peu... vous réécouterez 2 fois le balado, là, parce que je vais peut-être vous casser certaines certitudes. Nous mêler. Ben c'est ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme une mauvaise herbe, en général? Alors, la question est simple, mais la réponse est extrêmement complexe. Ah, ça part bien, ça. Ça part bien. Parce qu'il n'y a pas de logique biologique. Les botanistes sont incapables de trouver une place dans des mauvaises herbes dans la nomenclature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que tu as les familles, tu as les types de plantes, tu as les angiospermes, les gymnospermes, tu as les familles de plantes, tu as les espèces de plantes. Mais tout ça ne rentre pas dans la nomenclature botanique, là. Les mauvaises herbes ne rentrent pas. Les mauvaises herbes, c'est une définition subjective. Oui. OK? Oui. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de définitions, et c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de définitions, mais c'est subjectif. C'est pas une plante comestible, c'est pas une plante... Elle n'est pas aromatique, elle n'est pas aromatique nécessairement, mais elle est mauvaise, mais pourquoi elle est mauvaise? Puis vous allez voir qu'elle n'est pas toujours mauvaise. Parce que on pense à l'oseille sauvage. Ça pousse à peu près partout. Oui. OK? Et c'est très bon. Ben oui. C'est délicieux. Ben oui, mais ça... on la mettrait dans une famille, celle-là. L'oseille va dans quelle famille? Dans la famille, je me souviens plus du nom de la famille, oui. Là, c'est Chenopodiacées, je pense, de mémoire. Mais dans une famille, mais comme mauvaise herbe, on peut la mettre nulle part, là. Parce que tu la mets comme mauvaise herbe. Si tu faisais une classe, c'est ça. Mauvaise herbe, il n'y en a pas. Classe, c'est ça. Ben non, il les n'y en a pas. Les botanistes ne sont pas capables de mettre ça dans une classe. Ben ce serait injuste. Ce serait totalement injuste pour les mauvaises herbes. Bon, on parle donc de mauvaises herbes depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Je vais remonter il y a 3400 ans, dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous ce qu'a dit Dieu à Adam. « Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Donc, il te donnera épines et chardons. » C'est la première fois dont on parle des mauvaises herbes. Les pauvres bêtes qui sont pointées du doigt. Mais tu parles de Bible et tout ça. Séparer le bon grain de l'ivraie. Oui. L'ivraie étant considéré comme quelque chose de non souhaitable. On va sauter un petit peu. On va arriver du Moyen-Âge au 19e siècle. On considère que c'est une lutte incessante de la part des agriculteurs et des jardiniers. Hein. Donc, il faut enlever la mauvaise herbe, celle qui n'est pas la bonne. Dès le début des années 1900, là, elles entrent vraiment en compétition avec des ressources que les agriculteurs et les horticulteurs payent à prix fort, qui sont les engrais. Hein, à partir de ces années 1900, on commence à avoir ça. Donc, c'est les premières législations. OK? En 1945, premier herbicide de 4D. OK? Donc, 1945. 1950, on crée l'herbologie ou la malherbologie, qui sont des sciences pour les mauvaises herbes. Là, tu vois, on les catégorise, hein? En 1956, aux États-Unis, c'est la création de la Weed Science Society of America, donc la Société des sciences des mauvaises herbes américaines. OK? C'est important en 1956. Et en 1970, retenez bien la date, apparaît un fameux produit qui s'appelle le glyphosate. On est collé avec ça encore 1970. Oui, okay? Ça, c'était pas génial. Non. Bon, pour certains, ce l'est, mais bon. OK, alors, les définitions, on voit, là, des mauvaises herbes, ça change au cours du temps. Alors,
au 18e siècle, tu sais que je suis un peu maniaque d'histoire, hein, donc j'aime bien faire un peu d'histoire, mais ça nous permet de comprendre un peu le processus. 18e siècle, les plantes qui entrent en compétition avec d'autres plantes pour la lumière, l'eau et les éléments nutritifs. C'est un peu là-dessus qu'on est resté, hein? On est resté un bout de temps là-dessus. Au milieu du 19e siècle, c'est une plante à mauvaise place, c'est une plante indésirable. Entre 1930 et 1940, c'est une plante dont le potentiel de nuisance est supérieur au potentiel de bienfait. Ouf! En 1960, ça devient un organisme généralement indésirable, généralement indésirable, qui se développe dans les habitats cultivés et entretenus par l'homme. Mais déjà, ça commence à être plus favorable. Généralement indésirable. Et aujourd'hui, c'est une plante indésirable, présente dans des habitats perturbés par l'homme. On peut dire qu'un champ est perturbé par l'homme, puisque ce n'est pas un milieu naturel. Oui. Plante envahissante qui concurrence les plantes cultivées et cause un préjudice économique à celui qui cultive. Bon. Ça, c'est la définition d'aujourd'hui. Les plantes envahissantes, celles-là, je vais les ranger dans les mauvaises herbes, OK? L'herbe à puce, l'herbe à poux, les choses comme ça, c'est des vraies plantes envahissantes. L'herbe à poux, ça, c'est vraiment des plantes envahissantes. Indésirables. Okay? Voilà. Parce que là, elles ont des conséquences humaines assez importantes. Mais je reviens sur ce que tu dis tantôt, puis moi, ça me fait poup poup. Quand tu dis un terrain, ça pousse dans un terrain qui a été manipulé par l'homme, perturbé par l'homme. Tu parles d'un champ. Si une terre a été perturbée par l'homme depuis 150 ans, il y a des terres ici qui ont même plus que ça, c'est ça, ce qui pousse dessus, non. Oui. Ce qui pousse dessus, c'est indésirable. Bien, ce que l'homme a mis, non, mais ce que l'homme ne met pas, ça devient indésirable. Dans une structure prévue pour le blé, par exemple. Mettons que tu as des ronces qui arrivent sur le terrain. Oui. Ben, ces ronces-là, dans le milieu naturel, elles sont correctes, mais quand elles arrivent dans le champ, elles sont plus correctes. C'est ça. C'est ça la notion de mauvaise herbe. Là. Ça reste des herbes, mais elles ne sont pas correctes. Utile dans certains endroits et pas du tout dans d'autres. C'est ça. Quand tu as les ronces qui envahissent ta terre de culture, ça ne marche pas. C'est en plein ça. Alors, Bertrand, avec tout ce que tu viens de nous dire, d'où vient l'idée que des plantes sont de mauvaises herbes? Il faut savoir que pour les herboristes, les mauvaises herbes sont une ressource. Oui, justement. Parce que ce sont des plantes aux vertus médicinales. Donc, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils les appelaient les herbes au mal à l'époque. Donc, les herbes qui chassent le mal. Mais avec le temps, ces herbes au mal sont devenues des malherbes, puis des mauvaises herbes. Ah, un glissement de sens. Un glissement de sens. Qui vient pénaliser toute une catégorie de plantes utiles. Voilà. Bon. Alors, on pourrait définir aujourd'hui ce que sont les mauvaises herbes. Alors, ma petite définition des mauvaises herbes, plantes qui n'ont pas été plantées intentionnellement dans les cultures, mais qui peuvent avoir à la fois des aspects positifs et négatifs. Positifs et négatifs. Ben oui. Et donc, je les appelle maintenant des plantes spontanées. Okay. Ça, c'est toi qui dis ça. Oui, c'est ma définition. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus des plantes spontanées. Elles poussent à un endroit de façon spontanée et elle est utile ou pas. Elles n'ont pas été plantées intentionnellement, mais elles peuvent avoir des aspects positifs et négatifs. Et ça, on va y revenir sur les aspects positifs et négatifs. Bon. Il y a une question qui s'impose. Après les multiples glaciations, ici là, au Québec, en Amérique du Nord, etc. Il y a juste 12 000 ans seulement. D'où elles nous viennent, les mauvaises herbes? Elles sont ici depuis le début, quand la glace s'est retirée? Alors, dis-nous ça, Bertrand. Considérer, donc, on devrait dire considérer comme des mauvaises herbes, OK, mais plantes spontanées, c'est 10 à 20 des plantes indigènes, sont indigènes, donc présentes sur le territoire depuis au moins 12 000 ans. En Amérique du Nord, c'est 80 à 90 des plantes qui sont exotiques, qui ont été importées. Attends une minute, là, tu nous parles toujours de tes herbes spontanées, là. Je parle toujours de mes herbes spontanées. 80 à 90 nous viennent d'ailleurs. Ah! OK. Alors, comment ça se répand, ces herbes spontanées? Eh bien, de manière naturelle, elles peuvent être transportées par le vent, les eaux de ruissellement, les inondations, les animaux. OK? Donc, quand elles viennent, par exemple, qu'elles sont exotiques aux États-Unis puis qu'elles viennent jusque chez nous. Mais dans la grande majorité, c'est par l'action de l'homme. Dans les fumiers,
Les matières organiques non compostées à chaud peuvent contenir des graines. Bon, un composteur, tu en as déjà parlé, il y a un balado là-dessus. Composteur où tu travailles avec la chaleur, tu fais monter la chaleur. Il y a une méthode là, pour 50, 48, 50 degrés, oui. Est la seule qui détruit les graines. C'est ça, puis pas toutes. Et même pas toutes. Fait, quand on fait le compost, comme il est encouragé de le faire dans toutes nos municipalités, c'est à froid. On évite de mettre des plantes qui sont montées à graines dans le compost. Genre l'herbe à poux. Genre l'herbe à poux. On arrache l'herbe à poux quand il est en bouton, pas quand il est en compost. Attends. Pourrais-tu le mettre dans le compost à froid? Oui. Si tu mets pas s'il n'y a pas de graines. S'il n'y a pas de graines, s'il n'est pas monté en graines, s'il est juste en fleur, s'il a juste été en fleur jusqu'à la fleur, mais à partir du moment où il n'est pas en graines, ça va faire de la matière organique. Puis ça doit être plein de bonnes choses. Ah, c'est plein ça de doit bonnes être plein de bonnes choses parce que c'est très fort, hein? Oui. OK, alors? Donc, l'autre raison, comment ils se déplacent par les animaux de ferme, donc les animaux de ferme, quand ils se déplacent, par le transport à la mise en terre de semences mal triées. On prend des semences de l'Ukraine, on les amène ici, il y a des mauvaises herbes, les mauvaises herbes s'implantent, OK? Et par l'accroissement du tourisme mondial et du commerce mondial. Mm-hmm. Hein, on a plein d'exemples aujourd'hui, là, comme, c'est pas une mauvaise herbe, mais un insecte, la grippe du frêne qui est rentrée par le commerce mondial. Oui. Mais mais rappelons que certaines mauvaises herbes qui nous sont arrivées d'Europe sont arrivées avec le commerce mondial, mais par bateau, avec un peu plus avec un peu plus de temps qu'aujourd'hui, là, oui. Puis des bateaux moins gros qu'aujourd'hui. Là. Il y avait pas 40 000 personnes sur le bateau. Non, je charrie, là, mais il n'y avait pas 4 000 personnes sur le bateau. Il y avait 40, puis encore. Donc, ils transportaient tout ça parce qu'ils transportaient leurs plantes, et avec leurs plantes, ils transportaient aussi les mauvaises herbes. C'est la raison pour laquelle on interdit le transport de semences ou même de plantes entre pays quand tu voyages par avion. Ouais. Ça, c'est très contrôlé parce que, ça se transmet facilement. Alors, quelle serait la qualité d'une plante spontanée, d'après toi? Une grande capacité d'adaptation. C'est une belle réponse. OK? C'est l'adaptation facile à diverses conditions environnementales. Et puis, il faut savoir que ça adapte tellement que certaines espèces vont même jusqu'à résister aux herbicides. J'aime ça, des rebelles comme ça. C'est bien. Je sais que c'est ton côté rebelle que tu aimes bien. Là. Non, mais c'est ça. Donc, il y a une qualité de résilience. Et quand tu parlais tantôt des herboristes qui vont chercher justement ces plantes-là, c'est des plantes qui sont costaudes et adaptables. Oui. Donc, ça doit transmettre quelque chose à l'être humain, là. Oui. Bon. Est-ce que ces herbes spontanées pourraient être considérées comme nuisibles dans certains cas? Elles n'ont pas toutes les mêmes répercussions. Ça varie selon les espèces et les conditions. On considère qu'il y a des espèces mineures qui qui sont pas dommageables et sans entraîner des compétitions avec la culture. Et puis les espèces majeures qui provoquent des nuisances directes, c'est-à-dire qui empêchent les interactions chimiques et biologiques et le bon développement de la culture. OK, donc il y en a qui vont pirater un peu d'eau, un peu d'éléments nutritifs, d'éléments minéraux, alors que d'autres vont beaucoup les prendre, ou encore, elles vont faire de l'ombre. Si on laisse monter, par exemple, des kénopodes très hauts, ils vont faire de l'ombre aux cultures. Mm-hmm. Okay? Donc, c'est pas toutes les mêmes, elles n'ont pas toutes le même effet. Puis nuisible, entre parenthèses, parce que tu donnes l'exemple d'une mauvaise herbe qui pousse très, très haute et qui fait ombrage aux autres, n'est pas nécessairement nuisible, mais c'est son positionnement qui le fait. Elle est considérée comme une mauvaise herbe parce qu'elle n'est pas elle est pas à la bonne place. C'est pas la bonne plante à la bonne place. Elle est spontanée, mais on n'en veut pas à la bonne place. À cet endroit-là. Ouais. Et puis, les plus grands reproches qu'on adresse aux herbes spontanées. Concurrence pour l'eau et les éléments nutritifs. Compétition pour l'espace et la lumière. Support favorisant le développement d'insectes ravageurs et de maladies. Il y a certains qui vont être des plantes hautes, c'est vrai. Infestation généralisée rendant les espaces difficilement cultivables. Il y a certaines plantes, par exemple, celles comme le chien-dent qui se multiplient par le rhizome. Ça, c'est des vrais problèmes parce que ça bouffe la place. OK? Réduction de la présence des plantes indigènes aussi. Okay? Oui. Dans les espaces naturels. Ça repousse. Ça Les plantes indigènes, les plantes dont tu dis ça fait 12 000 ans, elles sont adaptées, elles vivent au Québec, c'est indigène. En fin de compte, qu'on considère, c'est des pertes de rendement. Mais quand on fait une petite recherche de littérature scientifique, il n'y a personne qui l'a prouvé. On n'est pas capable de prouver car il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. OK?
facteur du sol, le facteur de ceci. Donc, on dit il y a des pertes de rendement. On dit il te donnera des chardons et des trucs à arracher, mais finalement, on a des difficultés à prouver que les mauvaises herbes ont vraiment un aspect négatif sur les cultures. Sur une récolte, par exemple, un agriculteur qui nous écoute puis il dit « Je suis en train de me faire envahir », c'est ça. Ça peut ne pas être si négatif. Ça peut protéger contre des insectes, ça peut, bon, etc. OK, alors il y a peu d'études encore là-dessus. Il y a les études, je ne dis pas qu'il y a peu d'études, j'ai dit que les études ont la difficulté à prouver qu'il y a des pertes de rendement significatives avec les mauvaises herbes. Bertrand, est-ce qu'on peut faire de nos plantes spontanées ou mauvaises herbes? Je commence à les aimer, les spontanées. Les mauvaises herbes, je trouve que c'est une mauvaise réputation qu'on leur fait. OK, pour en faire des alliés. Oui, si on les voit comme des plantes et non comme des ennemis. C'est déjà un bon changement de perception. C'est des plantes, mais on les voit comme des ennemis. Alors, c'est ça. Alors, elles sont aussi utiles? Il y a beaucoup de bienfaits, hein? Je vous donne quelques bienfaits. Elles vont décompacter le sol par leur système racinaire très diversifié. OK? Vous prenez une carotte, la carotte va décompacter le sol avec sa largeur, alors que l'herbe spontanée qui est à côté, elle, va décompacter le sol parce qu'elle a un réseau fasciculé. Donc, c'est-à-dire qu'il va en horizontal, non, celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Fasciculeux qui est en réseau, il y a plusieurs branches aux racines. La carotte, c'est une seule branche. Oui. Et là, il y a plusieurs branches. Donc, elle va décompacter d'une manière différente. OK? Elle va stabiliser le sol par leur système racinaire et leur feuillage va réduire l'érosion hydrique et éolienne. Aujourd'hui, on fait comment ça s'appelle? Des cultures de couverture, je ne trouve pas un mot, excusez-moi, des cultures de couverture. Mais si on a des mauvaises herbes ou des herbes spontanées, si on les laisse, elles vont servir de culture de couverture. Mmh. OK? Elles vont réduire l'évaporation du sol en jouant le rôle de plante de couverture, justement, tout dépendant, bien sûr, de la densité des végétaux. Si vous n'avez pas beaucoup de densité, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous avez une bonne densité, l'évaporation du sol, je parle bien de l'évaporation, donc l'eau qui s'échappe du sol, les plantes font de l'ombre et empêchent l'évaporation, donc il y a plus d'eau dans le sol. Ça garde une certaine humidité, ouais. Elles produisent de la biomasse et donc de la matière organique lors de leur décomposition. Donc, si vous les laissez sur le sol, elles vont, les tiges, les feuilles, les racines vont faire de la matière organique qui va être réutilisée par le reste des plantes. Puis tu en as d'autres, là. Tu as d'autres utilités, là, fertiliser le sol durant le processus de décomposition de la matière organique, notamment si c'est une légumineuse. Si c'est une légumineuse, quand elle va se défaire, la veste, un jargeau, des choses comme ça. Le trèfle. Le trèfle, quand il va se décomposer, il va retourner de l'azote au sol. Donc, c'est de l'azote en moins que vous avez dans le sol. Il augmente la biodiversité. Certaines herbes attirent les insectes pollinisateurs, les alliés, et elles peuvent aussi servir d'abri et de nourriture pour certains auxiliaires. OK? Et aussi, elles servent de plantes bioindicatrices, donc des plantes qui poussent spontanément et qui donnent des indications sur la structure. Je ne sais pas, on a fait un balado sur les plantes indicatrices de mémoire. Oui, je pense que oui. À venir. Sur la structure, la texture, la structure, le pH, la vie du sol. Donc, c'est toutes ces plantes-là qui servent de plantes, qui peuvent nous indiquer sur le sol, quand on les regarde, ce qu'il y a. Okay? Comme si c'était un petit drapeau. La terre laissait aller des mauvaises herbes pour dire à telle place, il y a ça. Donc, quand on regarde ça, les bienfaits, tu te dis, OK, là, elles sont plus mauvaises. OK, donc, c'est plantes indésirables, mais c'est des plantes spontanées. Indésirables, c'est ça. Indésirables à l'endroit où j'en veux pas. C'est tout, mais je peux les tolérer ailleurs sur le terrain. On va revenir sur la tolérance. Alors, amen. Et d'autres bienfaits? Les espèces comestibles. Le pourpier, ça se mange. Oui. Le pissenlit, ça se mange. Pourtant, c'est des plantes, c'est considéré comme des mauvaises herbes. L'oseille sauvage. L'oseille sauvage, tu en parlais. Les plantes médicinales. Le chardon, la camomille sauvage. Les plantes mellifères, le trèfle blanc, la verge d'or. Elles peuvent servir aux jardiniers. Donc, les verges d'or qu'on cultive. Mais si vous avez de la verge d'or naturelle, c'est pas de mauvaise herbe. Si vous la laissez, elle va attirer les abeilles. Le trèfle blanc aussi.
Donc, ça va nous aider. Fait on va parler maintenant de cohabitation parce qu'on les tolère. On a décidé à la fin de ce balado qu'on va les tolérer. Ben, parce que c'est des herbes spontanées. Voilà. C'est pas de leur faute si elles sont là. Alors, comment on Elles sont cohabite? pas mauvaises. Elles sont pas aucun côté mauvais. OK? On établit un seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, il va de 0 à 100 0, on enlève tout, et 100 on n'enlève rien. Donc, on peut établir un seuil de tolérance. Moi, je recommande un seuil de tolérance de 25 à 40 Pour un potager, pour Oui, une pelouse, pour un potager. admettons. Une pelouse. Alors, une pelouse, moi, c'est 100 tu laisserais aller. C'est 0 je laisse aller. J'enlève quasiment pas les mauvaises herbes. Non, mais on n'a pas à le faire Ben parce non. qu'on ressème. C'est Puis ça. il y a avec du des trucs trèfle, techniques. mais tu as une biodiversité dans Oui. la pelouse, là. On a un peu plus de biodiversité. J'en enlève un petit peu parce que toi, tu préfères un gazon un peu plus travaillé, mais moi, je m'en foutrais complètement. Donc, Mais on met pas. Mais peu importe, nos deux visions se rejoignent Ouais. parce que c'est bio. C'est C'est biologique. Il y a une diversité C'est dans notre pelouse. Moi, je C'est l'ai ça. vu un peu plus esthétique. J'aime moins tes plantes spontanées C'est qui ça. ont 2 pieds, non, mais alors que ma ça, pelouse a ils n'ont 2 jamais 2 pouces. pieds. Ils n'ont jamais 2 pieds, je passe à tondeuse. Arrête. Là. Mais on peut se dire, ben, je garde 50 des plantes, je garde, tu sais, moi, j'en garde 75 là. Oui. OK, donc, c'est pas un problème. Je sais que dans le potager, tranquillement, tu prends l'habitude, là, mais je désherbe quasiment plus dans le potager. D'ailleurs, je vais faire un petit éditorial. L'année dernière, il y a eu un reportage d'un monsieur qui a calculé l'argent qu'il faisait avec son potager Oui. et le temps qu'il y passait. Sauf qu'il y a un petit détail qui a échappé aux journalistes et à beaucoup de monde, c'est que quand on regarde le reportage, c'était dans la semaine verte, il n'enlève pas ces mauvaises herbes. Donc, Ouais. c'est beaucoup d'heures de sauver. Oui. Tu sais, t'arraches les grosses mauvaises herbes qui t'énervent, les petites là qui sont pas énervantes puis qui sont utiles. Si tu les enlèves pas, tu viens de sauver des heures de désherbage. Bien sûr. Bien Et en sûr. plus de ça, en désherbant pas, surtout si tu utilises des binettes, des sarcloirs et tout ce que tu veux, pas des binettes, mais des sarcloirs et tout ce que tu veux, tu risques pas d'abîmer les racines de tes plantes. Bon, mais il y a un petit travail de surface qui aide l'eau à aller aux racines des plantes potagères. Ça, c'est du binage. Ça, c'est du binage. C'est Alors, pas des tu fais- sarclages. Non, c'est ça. Alors, de toute façon, il faudrait que tu le C'est fasses. ça. Mais, c'est ça. Si tu fais du binage, moi, j'en fais même plus de binage. T'en fais même plus. J'en Bon, fais même plus. pour assouplir la terre. Puis bon, OK. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer donc ces herbes spontanées par étapes, on y va, puis on observe comment ça se passe, puis on intervient. Tu sais. Mais au lieu de se dire, il faut toutes les semaines que je passe dans mes allées puis que je nettoie, Ouais. on passe plus ou moins souvent, puis on regarde, puis on observe, puis on voit qu'il y en a qui sont pas fatigantes. Le pourpier, c'est pas fatigant, il y en a un petit peu dans un coin, puis ça suffit. Oui. Puis si tu te promènes dans le potager, puis tu as encore là une plante qui a 2 pieds, C'est ça. que tu vois pas ce qui est mûr dans des... Là, tu C'est l'enlèves. sûr que, par exemple, si tu as des plantes qui poussent vite dans la semis, tu vas les enlever. C'est une question de logique. Là. Oui. C'est pour ça que je parle de plantes spontanées qui sont pas mauvaises, mais c'est... À un moment dans la donné, tu les Dans la enlèves. situation, il faut jouer un petit peu avec un seuil de tolérance. C'est ça. T'enlèves celle qui te dérange. Oui, c'est ça. Un point, c'est tout. Fait que, les pratiques de prévention des Ouais. mauvaises herbes, il y en a. Oui, le paillage. Mm-hmm. OK? Donc, tous les paillis. Le travail léger du sol qui évite de réveiller la banque de semences du sol. Donc, ton petit binage superficiel, Superficiel. ça fait le Ça travail. Mais c'est ça. Si tu retournes le sol, puis c'est ça dont on se rend compte, c'est qu'on a souvent dit que le labour était un système pour mettre dans le fond les mauvaises herbes, mais en réalité, des fois, ça fait remonter d'autres mauvaises herbes. Dans ce qu'on appelle la banque du sol, la banque de semences du sol. L'intensification des cultures, c'est une culture bio-intensive comme moi je fais sur planche. Donc, une fois que les plantes sont poussées, il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes, les herbes spontanées de pousser. Des modifications à l'environnement, l'ombrage, le drainage, l'arrosage. Par exemple, il y a des herbes spontanées qui vont arriver quand il y a plus d'eau. Je pense par exemple à la prêle, qui est souvent parce qu'il y a un excès d'eau. Donc, en réduisant les arrosages puis en arrachant un peu la prêle, on va réduire la présence. La rotation des cultures aussi, qui permettent de minimiser la présence des herbes spontanées, parce que souvent, il y a plusieurs herbes qui sont spécialisées avec la culture. Fait que là, tu les déplaces un petit peu. Donc, avec la rotation, tu les maganes un petit peu. Fait que c'est très intéressant, puis ça va dans le sens de la nature. Tu avances avec les herbes spontanées, puis c'est ça. Il y a un certain respect. C'est ça. C'est pas t'es une mauvaise herbe, hors de ma vue. Ben, on a hors de ma fait vie. un balado sur la permaculture. Oui. Les herbes spontanées rentrent dans le principe de la permaculture d'éthique. On travaille avec la nature. Pourquoi? Parce que ces plantes-là,
Ce sont des plantes et elles ont un bienfait. Donc, au lieu de focusser sur dire « Ah, elles sont pas laides, j'en veux pas dans mon potager », là, c'est sûr que esthétiquement, ça remet un peu les valeurs, OK? Mais moi, comme je le dis toujours, un jardin propre, c'est pas un jardin écologique. Il n'est pas vivant. Parce qu'on enlève tout, puis on fait juste vivre ce qu'on veut, on veut faire vivre. Oui. Mais c'est pas ça un jardin écologique, c'est un jardin où on laisse les choses se passer. Alors voilà qui complète ce balado. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous apporte d'autres visions des choses. OK, alors je vous invite à suivre notre page radiolégumes.com. Et vous n'hésitez pas à consulter les balados disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on a une belle banque, plus d'une centaine. Merci à Bionic, merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. Merci à vous d'être avec nous, à chacun des balados, ou presque. Et puis, on voudrait que tout le monde cultive et respecte la nature. Ça fait tellement de bien. Merci Bertrand pour tes conseils. À la prochaine. Salut.